Salut et bienvenue dans le Mycélium. Je m'appelle Claire et sur ce podcast, je te partage mes lectures et mes apprentissages pour nourrir nos réflexions, décristalliser nos idées reçues, se mettre à la page sur les questions de féminisme, de diversité et d'inclusivité dans toutes leurs ramifications. À chaque fois, je te propose de suivre un nouveau filament du Mycélium pour voir où il nous mène. C'est parti pour l'épisode du jour. Et si on tentait un nouveau format ? Tu t'en doutes, entre la recherche, l'écriture et le reste, les gros épisodes de décryptage prennent beaucoup de temps. Pour me laisser le temps d'aller au fond des choses, de lire les livres, etc., j'ai eu envie d'alterner avec des portraits de personnes intéressantes, mais pas hyper connues. Parce que finalement, ce qu'on considère comme de la culture générale, les gens qui méritent qu'on s'en souvienne ou pas, que ce soit dans l'art, les sciences, l'histoire, eh bien ça n'est jamais anodin. Dans l'épisode précédent, on avait parlé vite fait de Sándor Ferenczi, un disciple de Freud qui avait mis le doigt sur une cause centrale de l'hystérie, la réalité des traumas sexuels infantiles, mais qui avait été écrasé par les tenants de Freud, qui préféraient voir des traumas fantasmés et une séduction infantile, je cite, plutôt que la réalité des violences, notamment intrafamiliales. Ferenczi, qui avait dû attendre 50 ans pour avoir le dernier mot, post-mortem. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un autre homme de science, un autre Hongrois d'ailleurs, qui avait vu juste et n'a pas été écouté de son vivant, alors que ses découvertes auraient pu sauver beaucoup de femmes. Il s'agit de Semmelweis, Ignace Philipp de son prénom. Et oui, malgré ma longue liste de femmes super intéressantes dont on pourra parler, j'ouvre le bal avec un homme. Parce que, déjà, je pense que ça fait pas de mal de rappeler de temps en temps qu'on n'a pas besoin d'être une femme pour s'intéresser au sort des femmes. Et aussi finalement, comme tu vas le voir, notre brave Semmelweis a eu en quelque sorte droit à un traitement habituellement réservé aux femmes, tourné en ridicule, pas écouté, etc. parce qu'il a osé critiquer l'ordre établi. Alors pourquoi Semmelweis est-il connu ? C'est un médecin obstétricien hongrois né en 1818, donc nous sommes au 19e siècle, l'âge d'or de la misogynie. Le fléau des maternités à cette époque, c'est la fièvre puerpérale, c'est-à-dire une fièvre et une infection qui font suite à un accouchement. On parle là de 13% de mortalité maternelle en moyenne juste pour cette maladie, avec des fois des pics à 40%. Notre brave Semmelweis se dit que ça pourrait être bien d'en trouver la cause, histoire de calmer le jeu. Ça s'appelle l'étiologie, je pose ça là parce que je viens d'apprendre le mot. Quand il se retrousse les manches, tout le monde lui dit que c'est impossible, c'est une fatalité. Inséré ici plein de facteurs externes, de la mauvaise aération à la surpopulation hospitalière, en passant par les miasmes, sans oublier les patientes elles-mêmes, bien sûr. Je sais pas toi, mais j'adore cette mentalité défaitiste. On va aller loin comme ça, les gars, si on se dit que c'est pas grave, c'est comme ça. Après plusieurs hypothèses qui s'avèrent fausses, Semmelweis compare deux services apparemment identiques de l'hôpital où il travaille. Les femmes y sont affectées de manière aléatoire, ce qui permet d'écarter l'hypothèse c'est lié à une caractéristique des patientes. Pas mal, niveau prémisse de méthode scientifique, vu qu'en face on parlait encore de miasme. Il observe que dans un des services, le taux de fièvre est classique, donc 13%, dans l'autre, il est très faible. Dans un des services, celui où beaucoup de femmes meurent, on forme des étudiants en médecine, dans l'autre, des sages-femmes. Et il se dit qu'il y a sûrement un rapport. Et quel rapport ? Les étudiants en médecine dissèquent des cadavres, pas les sages-femmes. Ouais. L'important ici, c'est surtout ce que ne font pas les étudiants en médecine après ces dissections. Ils ne se lavent pas les mains. Parce qu'un médecin a forcément les mains propres, c'est QFD. À l'époque, on n'avait pas encore découvert les germes, mais Semmelweis émet l'hypothèse que des particules de cadavres pourraient rester sur les mains et être transmises aux femmes pendant l'accouchement. Pour voir, il impose le lavage des mains dans ses services et voit le taux de mortalité chuter. C'est bon signe, hein ? Bon, si tu crois que nous sommes dans un happy ending, tu as mal regardé la durée de l'épisode. La plupart de ses collègues rejettent cette idée en bloc. Visiblement, ils ont mal pris l'idée qu'ils puissent être directement responsables de toutes ces morts pour un truc aussi bateau que se laver les mains. D'ailleurs, Semmelweis lui-même aurait ressenti une immense culpabilité en réalisant qu'il avait lui aussi dû causer des morts avant de commencer à se laver les mains. Il a donc dédié le reste de sa vie à cette cause de l'hygiène des mains. Mais au lieu de se dire « bon, ok, on s'est planté, mais maintenant on corrige le tir », ses collègues se sont entêtés et se sont acharnés sur Semmelweis.
Qui ne l'a pas vachement bien pris et en même temps je le comprends. Il suffit d'avoir eu raison une fois contre un prof à l'école pour savoir le niveau de bullying qu'on peut se prendre dans ces circonstances. Moquerie, ridicule, évidemment, puisque les médecins ont les mains propres. Pasteur n'avait pas encore découvert les germes qui viendront confirmer les observations de Semmelweis et trancher le débat 15 ans après sa mort. Son contrat à l'hôpital de Vienne n'est pas reconduit et il rentre en Hongrie où il continue d'imposer le lavage des mains dans ses services. On parle parfois d'effet Semmelweis pour désigner la tendance naturelle à rejeter de nouvelles preuves ou informations qui vont à l'encontre de l'ordre établi. Parfois, il est plus simple de nier l'évidence que d'instaurer un changement durable. L'autre phénomène qui n'a pas joué en la faveur de Semmelweis et qui va sans doute te parler, c'est qu'il n'était pas d'une personnalité, disons, facile. Il est indigné, il insulte ses opposants, il a un ton qui est qualifié de polémique, il est pas hyper diplomate. Bon, en même temps, à force de parler à des murs, moi aussi j'aurais perdu patience à sa place. Tout ça, ça suffit pour le décrédibiliser. Ce qui est plus simple que de l'écouter. On parlerait aujourd'hui peut-être de tone policing, ce qui veut dire que quand on ne peut pas te critiquer sur le fond, on te reproche de ne pas avoir le ton qu'il faut pour le dire. Et si ça avait été une femme, je te fiche mon billet qu'il aurait été traité d'hystérique assez rapidement. J'avoue que j'ai beaucoup de sympathie en m'imaginant cet homme crier dans le désert en se disant qu'à chaque mois qui passe sans qu'on l'écoute, des femmes meurent pour rien, imaginez le désespoir qu'on doit ressentir. Il est accusé de maladie mentale et interné en 1865 par ses collègues. Avouez, accuser quelqu'un de folie pour ne pas avoir à l'écouter, on a déjà entendu ça quelque part, hein. On évoque parfois la dépression, mais c'est impossible de diagnostiquer ce genre de choses a posteriori. Toujours est-il qu'il y succombe à de mauvais traitements la même année. Ce n'est qu'après sa mort qu'on développe sa théorie qui est ensuite étayée par les découvertes de Pasteur, et aujourd'hui l'idée du lavage de mains n'est plus remise en question par qui que ce soit. Et je pose ça là, apparemment un film est sorti en 2023 en Hongrie sur Semmelweis. Je trouve cette histoire assez symptomatique, si vous me passez le jeu de mots médical, de l'essor de la médecine moderne occidentale après les chasses aux sorcières. Et surtout du rapport de cette médecine avec les femmes. Un sujet qui méritera son propre épisode, promis, mais pour la faire courte. Après les chasses aux sorcières, on éradique les remèdes de bonnes femmes, on fait passer les sages-femmes et leur savoir au second plan. On médicalise les accouchements, on voit apparaître des accoucheurs. Je déteste tellement ce terme, tout comme l'expression « accoucher une femme », qui retire toute agentivité à la personne qui expulse le rôti et fait le gros du travail, et prennent la place des sages-femmes, ce qui augmente les souffrances, les complications, etc., comme ici avec la fièvre puerpérale. Et des trucs qui peuvent paraître évidents, comme se laver les mains, base de l'hygiène, mais qui finalement ne doivent pas être si évidents, puisqu'on continue à faire le contraire, il y en a à l'appel. Par exemple, en ce moment, il y a une levée de bouclier contre le point du mari, qui consiste, si tu ne le sais pas déjà, à refermer le vagin un peu plus serré après une épisiotomie, pour le plaisir du mari, ou encore l'accouchement couché, parce que bon, la gravité c'est pour les faibles. Enfin, c'est surtout parce que c'est plus pratique pour le médecin. Et les protestations sont souvent accueillies par une accusation soit d'ingratitude, soit d'hystérie, ou les deux. Eh bien, sachez que si on n'avait rien changé, si on avait continué à les écouter, on continuerait à faire des accouchements au jus de cadavre. Donc, continuons à protester, même si notre ton laisse à désirer. Et la prochaine fois que tu te laves les mains, aie une pensée pour ce pauvre Semmelweis. À la prochaine fois. Voilà pour l'épisode du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Ce podcast est réalisé bénévolement, donc tu peux le soutenir en faisant un don sur Tipeee si tu peux te le permettre. Ça m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres et des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en l'envoyant dans les étoiles, 5 de préférence, et en le faisant voyager autour de toi. Merci beaucoup!